Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la deuxième journée de la semaine de la FAD 2023. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette petite musique-là ce matin, là, ça me donne vraiment de l'énergie. J'espère que vous en avez aussi. Est-ce que vous êtes là avec votre bon petit café? Vous pouvez nous l'écrire là dans la discussion. Vous pouvez même nous dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites là, dans la vie, c'est quoi votre lien avec le monde de l'enseignement. On aime ça quand notre chat est très dynamique. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une conférence qui se nomme Entre individus et collectifs, l'accompagnement au cœur de la FAD. On reçoit ce matin Katia Papi de la TELUC. Katia Papi, qui est professeure titulaire au département éducation de l'Université TELUC. Sociologue de formation, elle mène des recherches concernant l'accompagnement et notamment le tutorat à différents ordres d'enseignement, les interactions médiatisées, les parcours des étudiants et la persévérance en formation à distance. Elle est directrice de l'Observatoire du numérique en éducation et rédactrice en chef de médiation et médiatisation. Et là, je m'excuse d'avance pour mon accent en anglais, ainsi que de la partie francophone de la revue International Journal of E-Learning and Distance Education. Bonjour Katia, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, oui. Alors, je ne suis pas au café. Moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors, je suis à une tisane anti-maux de gorge. Mais ça va bien Bon, pareil. pas de problème, que ce soit café ou tisane, là, tant que vous êtes là, c'est ça qui est le plus important. Donc, Katia, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. Juste avant qu'on commence, je tiens à mentionner là, que pendant sa présentation, Katia va avoir des périodes de questions, donc elle va prendre des questions du public, mais vous pouvez aussi en écrire dans le chat. On va les prendre en note et on pourra en poser aussi à la fin. On va avoir une période de questions. Donc, Katia, je te laisse la place. Merci beaucoup. Puis, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, est-ce que c'est le bon écran qui est partagé? C'est bon pour vous? Oui, c'est parfait, Katia. OK, fantastique. Voilà, on va parler de l'accompagnement au cœur de la formation à distance. L'accompagnement, vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur concernant la formation à distance. Et on va en parler avec 3 points. Le premier, c'est bien pourquoi parler d'accompagnement en formation à distance, parce que finalement, on se dit, on annonce un titre comme ça, mais pourquoi ça me semble tellement important? Donc, c'est comme une grosse introduction. Ensuite, on aura 3 approches de l'accompagnement en formation à distance. Ça, c'est vraiment le cœur de notre présentation aujourd'hui. Et c'est là où je vais aussi vous demander d'échanger, de parler de vos pratiques, de parler de vos réflexions à ce sujet, parce que je pars du principe que nous avons tous, en tant que praticiens d'une façon ou d'une autre, des éléments à nous apporter les uns aux autres. Et puis ensuite, une troisième partie qui est plus une ouverture, une discussion un petit peu large sur l'avenir de la formation à distance. Alors, ça peut sembler un petit peu loin là, mais c'est juste pour faire le lien avec la première diapo qui vient tout de suite, où on nous dit que les cégipiens ne veulent plus d'enseignement à distance. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, on parlera aussi un petit peu d'avenir, parce qu'on commence sur une touche qui est peut-être un petit peu sombre, mais qu'on a vu beaucoup apparaître dans les médias, où on nous dit les étudiants ne veulent plus de formation à distance, les élèves ont mal réussi leurs examens secondaires, sans doute parce qu'ils étaient en formation à distance, etc. Et puis, moi, j'ai tendance à penser, et je ne suis certainement pas la seule, en fait, que si c'est comme ça, c'est entre autres parce qu'il y a eu un manque d'accompagnement au niveau du passage à la formation à distance en urgence. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on le sait bien, l'accompagnement s'est révélé être le principal défi rencontré dans le passage à la formation à distance pendant la pandémie. Il y a eu un déficit d'accompagnement notable et évidemment, ça n'a pas eu lieu qu'au Québec. Ça a eu lieu un petit peu partout. On le voit par exemple dans des textes de recherche qui sont menés en Autriche, où on nous dit que les enseignants ont eu peu d'interaction avec leurs étudiants. En France, une enquête dans un IUT où on nous dit que 39% des enseignants considèrent ne pas avoir pu suivre les étudiants de manière satisfaisante, 42% ne pas avoir pu aider les étudiants en difficulté et 67% soulignent un manque d'interaction avec les étudiants.
Donc, on voit qu'il y a réellement eu un problème au niveau de l'accompagnement, ce qui est logique. Là, on ne peut pas tirer la pierre à qui que ce soit. Quand on doit, dans l'urgence, mettre le cours en ligne, etc., puis accompagner, ça faisait trop de choses. Donc, évidemment, on peut comprendre que les étudiants ont un petit peu un goût amer concernant la formation à distance. Ils ont vécu des expériences assez particulières. En plus, c'est un besoin qui est très connu, le besoin d'accompagnement en formation à distance. On fait de la formation à distance depuis très longtemps. On sait que c'est nécessaire et c'est réapparu évidemment avec ce passage massif à la formation à distance. Mais c'est ça, c'est que c'est quelque chose qu'on savait déjà avant. L'accompagnement est nécessaire. Les auteurs nous le disent tous. L'absence de soutien et d'interaction sociale est le plus grand obstacle à une expérience positive de l'apprentissage en ligne. La relation étudiant-enseignant est le sous-facteur qui a le plus fort pouvoir prédictif de réussite. Donc, on voit à quel point cet accompagnement est nécessaire, ce lien reste nécessaire même quand on est à distance et a priori loin physiquement de son enseignant. Et puis, on avait pu mettre aussi en avant dans une recherche assez récente avec Louise Sauvé que le manque d'interaction est ce qui augmente la tendance à ne pas se réinscrire. Dans une étude qu'on avait faite auprès des étudiants de premier cycle à la TELUC, on voyait finalement se dégager un petit peu comme 3 groupes. Et le groupe des étudiants qui avaient une famille, qui étudiaient, mais qui n'avaient pas d'activité professionnelle et qui souhaitaient plus d'interaction, mais qui ne les avaient pas, finissaient finalement par ne pas se réinscrire. Au bout de 2 sessions, on voyait, non, finalement, ils n'ont pas les interactions souhaitées. Ils ne les ont pas dans d'autres milieux non plus, puisqu'ils n'ont pas d'activité professionnelle, et bien ils finissent par se réinscrire davantage que les autres. Donc, on voit à quel point l'accompagnement, les interactions, toute cette dimension humaine qu'on peut facilement mettre de côté en formation à distance est vraiment nécessaire et donc ne vraiment pas à négliger. C'était mis également en avant dans une étude de Choi et ses collègues en 2013 où il sondait les étudiants sur les raisons de non-réinscription et on voyait apparaître, eh bien, parce que je manque de rétroaction sur mon travail, parce que je manque de contact avec les autres étudiants, parce que je manque d'aide et de soutien en ligne, parce que je manque de contact, de conseils en face à face. Donc, tout ça réapparaissait parmi les pourcentages les plus élevés, avec évidemment cette idée aussi que étudier à distance, c'est difficile. Mais oui, c'est sûr, il faut s'organiser, il faut être autonome, il faut se débrouiller. Tout ça, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'on a encore besoin de plus d'accompagnement, sans doute qu'en présence. Et puis, c'est ce qu'on nous disait aussi, là, quand on voit qu'il faut des compétences et des connaissances particulières qu'on n'a pas forcément quand on démarre. Et évidemment, certains étudiants, donc, quand ils n'ont pas tout ce soutien, tout cet accompagnement, ces interactions, se sentent isolés. Donc, voilà pourquoi c'est, à mon avis, tellement important de parler d'accompagnement, même si ça peut sembler évident. C'est quelque chose qui peut causer tellement de dommages quand ça n'est pas présent qu'il ne faut pas l'oublier. Évidemment, le manque d'accompagnement a été accentué par le contexte. On le sait bien, la formation à distance était devenue obligatoire. Donc, on est loin de la formation à distance choisie parce que eh bien, j'ai une activité professionnelle, j'ai une famille, etc., etc. C'est la seule chose qui rentre dans mon emploi du temps. Ou bien, moi, j'aime tellement travailler de façon autonome que j'ai besoin de ça. Non, là, c'était vraiment obligatoire pour tout le monde. Donc, des étudiants se sont retrouvés à longueur de journée devant leur ordinateur, toute la journée pour leurs cours, le soir pour éventuellement échanger, parce que finalement, c'était un isolement social généralisé. Je ne pouvais pas dire, bien le soir, je vais aller au café, rencontrer mes amis, et puis le week-end, je vais aller voir mes grands-parents ou quoi. Non, c'était vraiment un isolement social généralisé, donc un contexte très, très particulier qui fait que l'isolement a été vraiment très présent, et plus qu'il ne l'est en formation à distance dans un contexte normal, évidemment. Les défis pour accompagner les étudiants en formation à distance sont nombreux, évidemment. Au niveau des institutions, il y a souvent des éléments qui sont mis en place, des formes de soutien qui existent, que ce soit une aide psychologique, un centre d'aide en français, une aide technique, etc. Mais bien souvent, les étudiants ne le savent même pas. Il y a souvent des problèmes d'information entre ce qui existe et puisque les étudiants savent qu'il existe et finalement, du coup, ils n'y recourent pas alors qu'ils en auraient besoin. Donc, il y a souvent des petits soucis de communication à ces niveaux-là qui sont perçus. Au niveau des technologies, on sait bien que l'accès n'est pas le même en termes de bande passante sur tout le territoire du Québec. Et puis que même si on est à l'aise avec certains usages des technologies, dès lors qu'on est dans le domaine de l'apprentissage, ça implique de s'approprier de nouvelles façons de faire, de nouveaux usages, ce qui n'est pas toujours
évident. Ça n'est pas évident pour les enseignants comme pour les étudiants. Les enseignants, évidemment, peuvent avoir parfois un manque d'aisance à utiliser certaines technologies. On l'a vu, évidemment, là, ils se sont appropriés certaines d'entre elles assez rapidement. Mais par contre, le manque de temps était vraiment problématique. Quand on doit mettre les cours en ligne, interagir, etc., ça faisait beaucoup de choses. Donc, manque de temps pour interagir et réguler les interactions et les travaux, ça a été quelque chose de très, très présent pendant la pandémie, mais qui peut arriver même en dehors, tellement de tâches incombent aux enseignants. Enfin, concernant les étudiants, le plus gros problème est souvent le manque d'autonomie. Là encore, ce n'est pas nouveau. Quand on reprend les écrits de Monique Linhart en 2000, elle nous disait déjà finalement en formation à distance, l'autonomie est comme déjà un prérequis. Donc, c'est problématique. Normalement, on devrait plutôt aider les étudiants à développer leur autonomie que de présupposer qu'ils sont autonomes quand ils arrivent, parce que dans la plupart des cas, ça ne va pas fonctionner. On a vu beaucoup de réticence à ouvrir les caméras, à participer, etc. Puis là encore, on ne peut pas leur jeter la pierre. On l'a tous fait, on a tous eu des webinaires, peut-être vous aussi en ce moment, où on est un parce que finalement, si on n'a pas participé pour quelque chose de concret, ça ne sert à rien. Et puis en même temps, on peut peut-être répondre à un courriel et on a l'impression d'avancer dans son travail. Donc, et tous ces éléments-là font qu'accompagner à distance, effectivement, est un défi et est loin d'être quelque chose de facile. Alors, on voit évidemment que pour favoriser cet accompagnement, il y a différentes choses qui sont proposées depuis très longtemps, des plateformes qui contiennent des forums, des chats. Qu'est-ce qui se passe évidemment avec ces forums ou ces chats? C'est que c'est souvent monopolisé par une minorité et puis les autres vont être plus spectateurs, voire même pas y aller en se disant, bon, bah, des espaces de discussion, mais s'il n'y a rien à faire, j'y vais pas forcément. Des webinaires, des visioconférences, ça a beaucoup été proposé pendant la pandémie. Non pas qu'il n'y en avait pas avant, mais c'est sûr que le développement de plateformes comme Zoom et Teams a accéléré les choses, a fait qu'il y a eu beaucoup plus de visioconférences qu'auparavant en formation à distance. En général, on cherche à créer des groupes, à créer des communautés d'apprentissage, de pratique pour faire que les interactions prennent, qu'il y ait des formes d'accompagnement qui se créent à l'intérieur. Des vidéos aussi, évidemment, pour rendre les cours un peu humains, de ne pas faire qu'envoyer ou poster des PDF, mais avoir des vidéos de cours. Des vidéos aussi pour les commentaires, puisqu'on a parlé tantôt de la rétroaction, on a dit que c'est quelque chose d'important qui peut conduire à la non-réinscription. C'est vrai que les étudiants, on le sait, ont besoin de rétroaction rapide et de rétroaction quelque part humaine, encourageante si possible, etc. Et le fait de faire des commentaires audio ou vidéo peut servir à cela, puisqu'on a le ton de la voix qui fait qu'on peut dire oui, ton travail n'est pas très mauvais, n'est pas très bon, mais ça reste encourageant, c'est meilleur que celui d'avant. Et le ton de la voix va dire non, je ne suis pas fâchée, je ne suis pas en train de te dire t'es nul, mon pauvre, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, tous les éléments en termes de ton de la voix, etc., de finesse, de plaisanterie qu'on fait moins à l'écrit peuvent ressortir davantage dans un audio ou une vidéo. Et puis, sont aussi beaucoup développés ces derniers temps tout ce qui est communication par SMS, médias sociaux que les enseignants faisaient avant peu avec leurs étudiants, par exemple. Mais là, parfois, pour accompagner les étudiants, ils se sont dit, bon, il n'y a pas trop le choix, on va passer par là. Donc voilà, il y a une recherche de Martinoli qui met en avant que les webinaires, par exemple, ont été très appréciés par les étudiants de cycle supérieur pour lesquels ça contribuait à réduire la solitude et à générer un sentiment d'appartenance. Donc, on sait que les visioconférences bien utilisées, quelque part, peuvent être considérées comme un outil de soutien social et affectif, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez simple d'usage, qui est flexible, ça peut favoriser l'interaction, mais si tant est que ce soit utilisé dans un cadre d'échange et non pas dans un cadre de cours magistral pendant des heures, là, il est évident qu'on va perdre nos étudiants. Donc, je vous propose en fait trois approches qui peuvent servir ou être mises en œuvre pour accompagner les étudiants en formation à distance. Alors ça, c'est un ordonnancement quelque part que je vous propose pour mieux s'y retrouver. On pourrait faire d'autres types d'ordonnancements. La première approche, c'est celle de l'accompagnement au développement individuel de l'apprenant. La seconde, l'accompagnement individualisé de l'enseignant vers l'apprenant. Et la troisième, l'accompagnement collectif favorisant les interactions de groupe. Alors, on va voir l'une après l'autre ces différentes approches.
Et dans tous les cas, ces différentes approches nous disent un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait une recherche récente, une revue d'une synthèse de la littérature avec Serge Gérard-Lajoie et puis des assistantes de recherche sur l'accompagnement des étudiants, comment contrer l'isolement en formation à distance. C'est un petit peu de là que viennent les références que je vous mets aujourd'hui, voire des références assez récentes. Et dans tous les cas, qu'il s'agisse de favoriser le développement de l'étudiant, de son autonomie, qu'il s'agisse de favoriser l'accompagnement individuel ou bien l'accompagnement plus collectif et les interactions, on nous dit systématiquement que ce qui est mis en place favorise le sentiment de présence, favorise la motivation, l'attachement à l'institution, le processus d'apprentissage, l'engagement, la persévérance. Donc, quelque part, on ne va pas dire parmi les 3 approches d'accompagnement, il y en a une qui est bonne et les 2 autres ne sont pas bonnes. Non, l'idée, c'est de se dire qu'il y a 3 façons d'accompagner, puis idéalement, il faudrait les tisser ensemble pour avoir un lien solide avec l'étudiant et un accompagnement performant. Donc, pour revenir à la première, l'accompagnement au développement individuel de l'apprenant, bien, on sait qu'il est important quelque part d'accorder une attention particulière à la manière d'accueillir, d'orienter, de former les étudiants qui font leur premier pas dans l'apprentissage à distance pour leur permettre de s'approprier leur environnement d'apprentissage et puis de développer des pratiques adéquates. Donc, dans ces cas-là, il y a souvent une offre bien de services. Ça peut être des services en ligne, sites web, applications, etc. Ça peut être des programmes entiers, des programmes d'accueil, d'orientation, des formations aux stratégies d'organisation, d'apprentissage, d'un soutien aux compétences linguistiques, un soutien au bien-être. Donc, différents types de programmes qui peuvent être mis en place ou de services qui peuvent être proposés pour aider les étudiants à se situer dans leurs études à distance, à trouver les informations dont ils ont besoin, à savoir comment progresser à distance, etc., à les outiller le mieux possible. Donc, tout ça, c'est souvent mis en place et c'est quand même vraiment quelque chose de nécessaire. Donc, on ne peut pas là aussi se dire on va faire fi de tel ou tel élément. En général, les étudiants ont besoin de ça et c'est assez nécessaire pour développer leur autonomie. Dans la littérature, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, certains auteurs nous parlent de l'importance de l'autonomie des étudiants à distance, qui implique un sentiment de contrôle, orientation, planification, prise de décision sur son processus d'apprentissage. On nous parle également de l'intérêt des cours conçus pour aider les étudiants à acquérir des compétences, des stratégies qui facilitent la réussite universitaire, favorisent l'autonomie des étudiants et de l'importance de soutenir les étudiants au niveau socio-affectif en les formant à des pratiques qu'ils peuvent mobiliser pour soutenir leur santé mentale et leur sentiment de contrôle. Alors, cet aspect socio-affectif, pareil, est très connu depuis longtemps. Jacques-André Deschênes à la TELUC et d'autres en parlaient déjà depuis les années 90, mais il est évident qu'avec le contexte particulier de la pandémie, ce besoin est ressorti de façon très, très grande, c'est-à-dire à un moment donné, il faut aussi les aider à gérer leur anxiété, etc., parce que c'est problématique. Si on va mal, si on n'est pas disposé à apprendre, même le meilleur cours servira à rien, là, ça ne va pas aller. Donc, tous ces éléments de soutien sont très importants pour nos étudiants et peuvent les accompagner au-delà finalement du simple accompagnement dans un cours. On est vraiment à un niveau plus large d'accompagnement des étudiants. Donc, en termes d'exemples de conseils pratiques, si vous ne connaissez pas, on avait créé, j'étudie à distance, donc avec les collègues du programme TEDFAD, donc de la TELUC, on avait créé 5 capsules vidéo en français et en anglais. Ce sont des vidéos de 4 à 5 minutes chacune qui portent sur des thématiques qui nous semblaient importantes pour les étudiants. Donc, la gestion du temps, l'amélioration de la concentration, les stratégies d'apprentissage à distance, l'augmentation et le maintien de la motivation, et puis la diminution du stress et de l'anxiété. Donc, ce sont des petites vidéos avec des conseils, français, anglais, selon ce qu'ils préfèrent. C'est accessible en ligne, c'est gratuit. Et évidemment, au-delà de cela, on met les références de différents guides, de différents conseils apportés par plein d'institutions au Québec, puisque beaucoup d'institutions proposent déjà des guides ou autres pour leurs étudiants. Donc, ça peut servir. Et plutôt que de vous ramener ces conseils finalement qui sont disponibles, je préfère qu'on ait un moment d'échange pour que vous nous parliez finalement de quelques exemples que vous avez, de qu'est-ce qui est mis en place dans votre institution ou qu'est-ce que vous donnez à vos étudiants pour les aider à développer leur autonomie. Donc, on peut avoir 5-6 minutes de discussion si vous voulez bien.
Je sais. Le chat est ici. Je vous invite, là, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat. C'est ça, des questions ou bien des exemples, parce que je pense assez qu'il y a beaucoup de praticiens de formation à distance qui, à mon avis, ont de bons exemples. Soyez pas timides. Est-ce que vous avez mis en place des éléments, des façons d'accompagner, des programmes pour aider vos étudiants à savoir mieux comment s'organiser à distance, par exemple? Ah, on a des exemples dans la discussion, Katia. Alors, pourquoi je ne les vois pas? On a Pierre Bédard qui nous dit « À l'UQAT, nous offrons Oui, une ça y est. panoplie d'ateliers. » Ça va? Oui. À l'UQAT, nous offrons une panoplie d'ateliers en mode hybride pour développer l'autonomie sur de nombreux sujets. Et est-ce qu'on a des exemples de sujets? Est-ce que vous en savez plus un petit peu si les étudiants ont suivi ces ateliers? Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Je vais vérifier, est-ce qu'il est possible d'ouvrir la caméra et de discuter? Ça serait plaisant. Alors, Pierre Bédard de l'UQAT. Donc, oui, on a eu beaucoup de retours. C'est vraiment dans la pandémie que ça a été le plus utilisé parce que de nombreux étudiants, là, étudiantes à l'UQAT, on était tous en mode virtuel. Donc, on a offert des ateliers justement sur les essentiels informatiques, sur la gestion du temps, on appelait ça, nous, étudier à l'UQAT un métier, l'étude universitaire, mais on a aussi beaucoup d'étudiants internationaux qui doivent arriver et comprendre aussi nos systèmes. Donc, on a aussi des ateliers pour les étudiants internationaux. Finalement, on avait une bonne un bon nombre d'ateliers là, et tout était offert en mode hybride, donc pour nos étudiants aussi sur les autres centres et campus, mais aussi là, pour nos étudiants de la formation à distance. Et ça a été très populaire, beaucoup avec les étudiants de la formation à distance. Quand vous dites que ça a été offert en mode hybride, qu'est-ce que vous faisiez plutôt en présence et qu'est-ce que vous faisiez plutôt à distance? C'est qu'on ouvrait sur le campus, peu importe où est-ce qu'on était, sur quel campus, on ouvrait aux gens sur le campus d'être présents, mais on était aussi disponible en formation à distance avec Zoom, justement, pour reprendre les questions, parler et avoir une interaction avec les gens là, de la formation à distance qui pouvaient être chez eux ou bien dans d'autres centres et campus, là, carrément dans des locaux. D'accord, une forme commodale en fait. Exactement, oui. D'accord. Autre exemple, quoi? Nous avons un site internet, le Canif, pour mettre des tutoriels pour les étudiants. Oui, Marie-Josée. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, Marie-Josée? En fait, c'est arrivé avant la pandémie, nous, mais ça a été beaucoup plus actif pendant la pandémie. On a un site Internet où on met plein de tutoriels et de documents pour les étudiants et les enseignants. Puis, on a un technicien maintenant qui est engagé à 100% de tâches pour aider les étudiants en technologie, pas juste pour la formation en ligne, pour la formation régulière aussi, là, mais il y a quand même quelqu'un qui est là à temps plein maintenant pour étudier, pour les enseignants et les étudiants. Et je suppose qu'ils ne chôment pas. Non. On nous dit d'autres, il y a le suivi d'achèvement d'activités dans Moodle et l'affichage de la progression de l'étudiant. C'est vrai que ça peut aider, effectivement. Plan de cours clair et détaillé avec accès à du support technique et humain. Dans un cours d'entrée aux études supérieures s'adressant à des professionnels en exercice, tout âge, provenance géographique, un module de mise à niveau pour les étudiants, pour se familiariser avec l'ENA et la recherche documentaire notamment. Est-ce que c'est un module qu'ils peuvent suivre s'ils en ont besoin ou bien ils passent obligatoirement par ce module? C'est vraiment facultatif, c'est selon les étudiants qui viennent, parce qu'on a des étudiants de tous les âges. Il y en a qui viennent de finir leur bac, qui sont déjà en exercice, d'autres que ça fait 20 ans qu'ils n'ont jamais étudié, donc qui reviennent aux études pour faire des études supérieures. Donc, c'est pour ça que ça a été créé un peu à l'initiative des enseignantes du cours, là. D'accord. Et est-ce que vous avez vous regardez un petit peu le nombre d'accès, etc. Vous avez un petit suivi là-dessus, voir si c'est utilisé? Oui, tout à fait. Puis on recommande à certains étudiants qui parfois sont moins familiers ou des étudiants étrangers notamment qui ont justement ces contraintes de sécurité, pas de sécurité, mais d'accessibilité.
aussi, on leur recommande de le suivre, puis il y a une des deux responsables du cours qui, justement, les accompagne de façon un petit peu plus individualisée, je dirais. Ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Dans un de nos programmes, nous proposons différentes méthodes pour la prise de notes. Les méthodes sont enseignées en classe pour ensuite les encourager à prendre celles qu'ils aiment le plus et à l'utiliser dans les cours à distance ensuite, histoire de les rendre autonomes dans la prise de notes, mais de ne pas les laisser trop seuls dans la recherche. Oui, ça, c'est toujours quelque chose d'important, effectivement, la prise de notes. Au CSS Marie-Victorin, un cours d'accueil obligatoire en début de parcours en FAD a été mis en place. Ah oui, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ce cours d'accueil? Qu'est-ce qu'il contenait? Soisig Blanchard? Oui, j'allume tout. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est ça, un élève qui s'inscrit pour la première fois pour un parcours en FAD doit suivre un cours obligatoire. Donc, c'est à distance, il peut se présenter, mais ça reste à distance. C'est deux volets, c'est le côté présentation, ce que c'est travailler à distance, c'est quoi l'organisation de notre service en formation à distance. Il y a un parcours un peu réflexif proposé avec un journal de bord pour évaluer son engagement, ses choix, quels vont être ses défis, penser à son organisation, sa gestion du temps, mise en situation. Il y a tout ce volet-là. Et puis l'autre volet, c'est le familiariser avec les outils qu'on utilise donc à distance, là, que ce soit pour communiquer avec ses enseignants ou pour suivre ses cours. Donc, c'est ces deux volets-là qui sont proposés. Super, merci. Merci. À l'ENAP, nous avons un programme de mentorat. On va en parler tantôt d'ailleurs du mentorat, vaguement là, mais des professionnels rencontrent d'abord les étudiants pour bien identifier ses besoins. L'étudiant est ensuite référé à des étudiants mentors qui accompagnent leurs collègues au regard de leurs besoins précis. Ouais, fantastique. On va peut-être en parler dans la discussion, la prochaine discussion, Madame Forest, parce que je pense que c'est vraiment intéressant cette idée de mentorat. À mon centre à l'éducation des adultes, les enseignants utilisent OneNote pour offrir aux élèves une bibliothèque contenant des capsules et des documents complémentaires afin d'aider les élèves en présentiel ou à distance à obtenir de l'aide selon leurs besoins. Ouais. Quelques rencontres préparatoires pour une mise à niveau du numérique, capsules vidéo, tutoriels, le stress, l'organisation, toujours ces grands pans. Le collège Montmorency a mis en place l'écran espace collaboratif de ressources pour l'apprentissage numérique. Cet espace physique et virtuel offre l'accompagnement pour développer des compétences numériques qui seront utiles pour les études, les activités d'enseignement, d'apprentissage, l'évaluation, et s'adresse aux étudiants, encore professorales, ainsi qu'à l'ensemble du personnel. Ok, je crois que je vais aller voir, je vais vous garder cette adresse pour aller voir un petit peu ce qui est proposé, ça a l'air bien intéressant. Un grand merci pour tous ces partages. On voit effectivement qu'il y a eu beaucoup d'initiatives intéressantes qui reviennent sur ces différents points. On va un petit peu poursuivre avec l'accompagnement individualisé enseignant-apprenant. Donc, cet accompagnement individualisé, évidemment, c'est souvent la première chose à laquelle on pense parce que ça ressemble finalement à la partie d'enseignement un petit peu. La littérature sur l'accompagnement à distance a toujours fait ressortir l'importance de ce soutien inter-individuel apporté par l'intervenant en formation à distance. Alors, ce soutien peut être assuré par un enseignant ou par un père. Là, tout à l'heure, on nous parlait du mentorat, on va y revenir dessus dans quelques minutes. Cet intervenant peut aussi être appelé enseignant, mais aussi tuteur ou avoir d'autres noms selon les institutions, etc., etc. Donc voilà, qu'est-ce qui est proposé souvent? Bien, c'est évidemment d'avoir un moment d'accueil, que ce soit un message, une visioconférence ou autre. Donc tout ce qui est accueil, salutation, on nous dit ça, c'est vraiment important. D'avoir une écoute active, compréhensive, de ne pas être dans le jugement de l'étudiant, mais d'essayer de l'accueillir tel qu'il est pour mieux comprendre quels sont ses soucis, quels sont ses blocages éventuellement et pouvoir l'aiguiller en fonction de ça, l'aider à progresser dans son cours. L'accompagnement individuel de l'enseignant vise aussi à être le plus encourageant possible, à fournir des rétroactions suffisamment rapides, à essayer de trouver toujours quelque chose d'un petit peu positif, même quand ça n'est pas terrible, pour essayer de rester assez encourageant et d'aider l'étudiant à avancer.
On propose aussi évidemment toujours d'avoir non seulement des échanges réactifs, c'est-à-dire de répondre aux questions, mais aussi des échanges proactifs, c'est-à-dire d'aller solliciter l'étudiant, de dire, eh bien finalement, là c'est bizarre, dans mon suivi, je vois que ça fait 2 semaines que je n'ai pas de nouvelles de tel étudiant, mais je vais y envoyer un petit message, comment ça va, où en es-tu dans ton avancée dans le cours, est-ce que tu vas bientôt finir tel travail, etc. Donc pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce que finalement les étudiants les plus silencieux sont souvent ceux qu'on risque de perdre. Et puis enfin l'idée du soutien sur les différents plans de soutien à l'apprentissage. Puisqu'évidemment, on est souvent spécialiste d'une discipline, etc. On va aider nos étudiants en français, en mathématiques, en anglais, etc. Mais au-delà du niveau cognitif, il y a bien souvent le niveau méthodologique à prendre en compte, comment faire telle et telle chose, le niveau, le plan socio-affectif, parfois des problèmes éventuellement techniques ou administratifs. On peut renvoyer évidemment à d'autres personnes, mais il faut éviter que ça crée des blocages. Et puis aussi en lien avec la première forme d'accompagnement, le niveau métacognitif, c'est quelque chose qu'on peut apporter en tant qu'enseignant, d'essayer de développer le niveau métacognitif, c'est-à-dire la conscience que les étudiants vont avoir concernant leur façon de travailler, comment vous avez réalisé votre activité, comment vous vous y êtes pris, qu'est-ce que vous avez remarqué, est-ce que ça vous a semblé efficace, est-ce qu'il y a des éléments que vous feriez pareil si vous aviez à le refaire et d'autres que vous feriez différemment, comment, pourquoi, les faire réfléchir pour qu'ils trouvent aussi eux-mêmes, au-delà de ce qu'on peut leur présenter comme bonnes pratiques, les pratiques qui leur conviennent et qui leur permettent de s'améliorer au fur et à mesure en tant qu'étudiants à distance. En termes de littérature récente, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, on nous dit que le soutien social est autant nécessaire au suivi de cours à distance que le soutien administratif et le support technique, que les salutations de l'enseignant motivent les étudiants à participer activement au cours. Et ça peut sembler très bête, là, mais de simples salutations, mais ça, on le sait en présence aussi. Là, quand on prend le temps de saluer chaque étudiant un par un, c'est sûr qu'il y a un attachement qui se crée, alors que ce n'est pas grand-chose. C'est une fraction de seconde, mais ça peut changer beaucoup de choses. On nous dit aussi que ces interventions aident les étudiants à mieux comprendre et que ces commentaires leur permettent de se familiariser avec leurs forces et leurs faiblesses. Et enfin, on nous dit également que le mentorat est bénéfique pour les étudiants, notamment en termes d'orientation et de développement professionnel, d'acquisition de connaissances et de confiance en soi. Alors là, dans la littérature, il y a souvent, comment dire, des chevauchements ou en tout cas un manque d'uniformité. On peut parler de tutorat par les pairs ou de mentorat ou d'autres choses. Des fois, c'est un petit peu flou. Dans certains textes, le mentorat va être réservé à un aspect plus professionnel. Dans d'autres, ça va être mis en contexte scolaire. Donc, ça peut varier. Faut toujours vérifier ce qu'on lit parce que c'est ça, les définitions varient. C'est comme pour le tutorat aussi. Parfois, le tutorat, on va dire, c'est un enseignant qui tutore un élève. Dans d'autres textes, finalement, c'est 2 élèves qui se tutorent ensemble. Donc, ça, c'est du tutorat de pair ou avec un élève plus avancé, un autre moins avancé. Donc, toujours lire de quoi il s'agit parce qu'il n'y a pas d'uniformité. Quelques exemples de conseils pratiques, vous connaissez tous, j'enseigne à distance, donc pareil, je ne veux pas revenir dessus, c'est toutes des choses qu'on a présentées qui sont en ligne. On avait parlé de l'accompagnement au niveau, au niveau interindividuel, dans les 2 premiers points du microprogramme accompagné, c'est-à-dire le point communiquer de manière proactive et réactive, où on disait d'emblée, faites une activité brise-glace, planifiez des moments où vous allez pouvoir faire des interactions avec les étudiants de manière proactive, en plus de tous les courriels auxquels vous répondrez, etc. Et puis, le deuxième point qui est intervenir sur les différents plans de soutien à l'apprentissage. On disait un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire au niveau cognitif, méthodologique, administratif, motivationnel, etc., etc. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, ça existe, vous le connaissez. Par contre, là, à nouveau, j'aimerais pouvoir vous entendre. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Quelle forme d'accompagnement, Anna, vous proposez à vos étudiants? Puis, comme on a eu une petite intervention sur le mentorat tantôt, si la personne qui avait écrit veut nous en parler de ce dispositif de mentorat, comment les étudiants mentors sont sélectionnés, quel est leur travail auprès des autres étudiants, comment ils sont pairés, etc. Ça serait vraiment intéressant d'en parler. Puis, évidemment, tous les autres sont bienvenus aussi pour proposer des éléments de réflexion, de discussion. Bonjour, Michèle Forette-Lénard. En fait, nous, on a
développé ce programme de mentorat-là pour la formation à distance, mais aussi pour nos étudiants qui ne sont pas en formation à distance. On a misé sur l'idée que nos étudiants internationaux particulièrement sont frileux à communiquer directement avec les enseignants. Donc, on a formé des étudiants de 3e cycle au doctorat, au mentorat, à accompagner leurs collègues. Et on constate que nos étudiants sont plus enclins à consulter leurs pairs pour aller chercher du soutien auprès de leurs pairs. C'est vraiment de cette manière-là qu'on a un certain succès dans notre programme de mentorat. On l'attribue au fait que ce sont des étudiants qui aident les étudiants. Bien évidemment, ces étudiants-là sont judicieusement choisis, sont formés par nos professionnels au service aux étudiants et on commence, la porte d'entrée est toujours un professionnel de l'ENAP là, qui va s'asseoir avec l'étudiant pour bien identifier les besoins puis le diriger vers le bon mentor puisque nos mentors développent tranquillement des spécialités d'intérêt. Donc, avec nos mentors, on a une relation qui est un petit peu plus longue, là, qui va avoir un certain nombre de rencontres, là, de 6 à 10 rencontres. On a aussi ce qu'on appelle des étudiants pivots qui vont répondre à des besoins très ponctuels, une ou deux rencontres là, qui jouent un autre rôle qui est un peu moins, qui est à moins long terme, qui est plus à court terme, répondre à des besoins. D'accord. Et comment vous faites les pairages? Est-ce que vous assignez vraiment un étudiant à un mentor ou finalement il y a des mentors qui sont à disposition pour l'ensemble des étudiants? Comment ça se passe? On a une très petite université à l'ENAP, donc on a 2 ou 3 mentors, là, dépendamment du temps qu'ils peuvent consacrer au mentorat. Et puis oui, la professionnelle qui rencontre les étudiants va recommander de rencontrer un mentor plutôt que l'autre, vraiment en fonction des difficultés rencontrées, des besoins de l'étudiant. D'accord. Et ces mentors sont là pour les aider aussi bien au niveau de la discipline que des questions plus générales de où je trouve telle chose à l'université? C'est beaucoup au plan méthodologique. Okay. Ça répond beaucoup à des besoins plus de l'ordre méthodologique, lecture efficace, rédaction de travaux, référencement. On est beaucoup de l'ordre méthodologique. D'accord. Effectivement. Et les mentors, vous dites que vous avez 10 séances avec eux. C'est des séances de formation? C'est des séances de quoi? C'est vraiment individualisé, là. Selon le besoin de l'étudiant. OK. C'est les séances que les mentors ont avec les étudiants. Ce n'est pas des Oui. séances que des enseignants ont avec les mentors. Non, c'est vraiment les mentors avec les étudiants. OK. Les mentors, eux, ne sont pas formés ou accompagnés par des enseignants. Ils sont accompagnés par le personnel professionnel. D'accord, par le personnel. Donc, c'est vraiment Merci pas beaucoup. disciplinaire. On n'est vraiment pas au niveau du contenu du cours. On est vraiment au niveau méthodologique. Très bien. C'est un très bel exemple. Merci beaucoup. Alors, pour en savoir plus sur l'expérience écran, nous avons contribué à l'ouvrage collectif de France Lafleur et James Samson. Oui. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots quand même, s'il vous plaît? Vous avez envie d'aller voir dans l'ouvrage? Pas. Kathleen Leboeuf est-elle encore là? Ou si vous avez d'autres exemples. Donc là, on a vu le mentorat, mais d'autres exemples d'aspects plus de soutien de l'enseignant. Alors, animation et aide par les pairs de population étudiante, création d'un compte Instagram. Monsieur Men, est-ce que vous voulez nous en parler quelques minutes? Oui, bonjour, bien sûr. En fait, le meilleur moyen, vous m'entendez, hein? Oui. Oui. Alors, on se fait dire, nous, le meilleur moyen qu'un étudiant souvent se réfère à un autre étudiant souvent. Alors, on a créé une clinique techno où
les étudiants sont appelés à être soutenus techniquement, mais ce n'est réservé qu'à eux, cette clinique techno. Et par un compte Instagram, il y a des interactions qui se font, des suggestions qui se font par des étudiants qui ont été engagés pour animer ce compte Instagram. Et bien sûr, on a mis en place la boîte à outils numériques pour permettre aux étudiants qui arrivaient aussi dans le cadre de la pandémie. En fait, ils arrivaient dans une université sans y être. Alors, comment j'utilise, comment je rentre dans ma boîte courriel, comment je rentre dans le système, comment je rentre dans Zoom, etc., etc. Alors, on avait regroupé des ressources pour justement qu'ils puissent avoir accès facilement aux questions normalement qui se demandent lorsqu'on arrive en présence à l'université et il y a un soutien par les pairs. On a essayé de mettre ça un petit peu en place de façon à distance. D'accord, donc par Instagram majoritairement. Ben, Instagram est un moyen parce que c'est une façon que les nouveaux arrivants à l'université souvent communiquent assez. C'est un de leurs outils préférés pour communiquer entre eux. D'accord, bah, fantastique, ça fait le lien avec ce qu'on va voir pour la suite. Oui, désolée Kathleen, on n'a pas entendu. Puis, bon, ça sera peut-être pour après si le son revient. Donc, on va poursuivre puisque là, cet exemple fait très bien la transition avec la dernière forme d'accompagnement qui concerne le collectif, en fait, l'accompagnement qui vise à favoriser les interactions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien évidemment, on peut faire des rencontres en présence, ce que certains appellent aussi des cercles d'apprentissage. C'est un auteur qui dit qu'il propose des cercles d'apprentissage qui sont en fait des groupes d'études réduits à 10 étudiants au maximum et qui sont en présence. Évidemment, quand on a des rencontres, des cercles d'apprentissage, des choses en présence, alors qu'il y en a qui ne peuvent pas venir et qui restent à distance, on a besoin dans ces cas-là potentiellement de robots de téléprésence pour quand même créer ce lien. On peut avoir évidemment des espaces de discussion en ligne, des communautés d'apprentissage. Et puis, dans ces cas-là, les enseignants vont souvent encourager à l'entraide, favoriser le développement de bonnes démarches pour la conduite de travaux collaboratifs, etc. Alors, au niveau de la littérature, eh bien, on nous dit évidemment que les conseils et l'animation de l'enseignant dans la discussion jouent un rôle déterminant dans la formation initiale d'une communauté de pratique, à l'instar du thème sur lequel discuter. Ça me ramène à une autre revue de la littérature que j'avais faite en 2015 avec des collègues, où on voyait effectivement apparaître que pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait des discussions, il ne suffit pas de mettre un espace de discussion quel qu'il soit à disposition, mais bel et bien d'avoir une activité qui implique qu'il y ait des discussions. Si les étudiants sentent que oui, ils ont besoin des compétences et du travail d'un tel, un tel, un tel, et oui, pour réaliser l'activité, ils vont la faire ensemble, ils vont discuter, et puis ils vont travailler en groupe. Si on leur dit juste, bah là, vous avez un espace, puis si ça vous tente, vous pouvez communiquer, c'est sûr que là, on en a très peu. Donc, tout ça, ça va être très important, cette idée de quelle activité on propose pour susciter le travail, quelle forme ça va prendre, et puis ce rôle, évidemment, d'animation et puis de guidage de l'enseignant qui est très, très important. On nous dit également la présence sociale, donc les interactions enseignants-étudiants et entre étudiants, est le principal vecteur de soutien, de confiance et de cohésion des groupes, d'engagement à la tâche et de sentiment d'auto-efficacité. Donc, on ne peut pas s'en passer. Et puis, on nous dit finalement que les pratiques pédagogiques induisant une forte présence enseignante en dehors du cours, que ce soit des emails, des annonces, des commentaires vidéo, etc., créent non seulement un sentiment de confiance, mais aussi un sentiment de communauté entre les étudiants. Donc, on voit que ça peut être créé par différents moyens, mais que cela reste quelque chose d'important à faire pour nos étudiants, pour favoriser cette présence, cet engagement, et que c'est une forme d'accompagnement importante. Alors, évidemment, on avait aussi des exemples en ce sens dans l'enseignement à distance. Là, c'était au niveau du point 3 du microprogramme accompagné, où on disait comment animer des interactions et faire collaborer les étudiants. Et au niveau du troisième point aussi du microprogramme diffusé, où on donnait quelques outils pour aider les étudiants à travailler de manière collaborative. Donc, c'est ça, dans tout ça, il y avait différents exemples, des beaux témoignages aussi qui nous ont été offerts par des collègues d'un petit peu partout, et puis des conseils pratiques sur, par exemple, faire un contrat pour que chacun s'engage afin qu'on n'ait pas ce problème de lui n'a pas travaillé et puis c'est moi qui ai tout fait, etc. etc. Donc, des éléments comme ça. Puis, on mettait toujours évidemment en avant l'importance du rôle de l'enseignant qui doit quand même rester là et guider et pas se dire
dire, bon, ben là, j'ai donné un travail à faire en groupe, donc je suis tranquille, je vais pouvoir vaquer à autre chose. Ça ne fonctionne pas très bien. Donc là encore, je vous propose bien d'échanger, de partager. Est-ce que vous avez trouvé des moyens de favoriser les interactions entre vos étudiants, que ce soit pour des discussions, pour des travaux de groupe ou autres, si vous avez mis en place des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Puis ça peut servir aussi des fois à mieux apprendre, de se dire, bon, telle chose qui semble une bonne idée, non, ça ne marche pas. Merci de les partager. Et puis, prenez la parole. Là. Vous pouvez écrire dans le chat, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez aussi prendre la parole, c'est bien agréable. Je suis sûre que vous en avez. Alors, nous offrons Motive Études et des séances d'études collectives en mode hybride. Séance d'études sur tout sujet ou Monsieur Bédard, si vous voulez reprendre la parole pour décrire un petit peu mieux ce dispositif de Motive Études, c'est un beau nom en tout cas. Oui, c'est le principe un peu avec la technique Pomodoro où est-ce qu'on ouvre un local, les gens viennent, on ouvre des locaux dans nos différents centres et campus, mais c'est aussi ouvert en fonction hybride avec les gens de la formation à distance. Et c'est des périodes de 3 heures où on fait 50 minutes d'études, 10 minutes de pause. C'est ouvert à tous les cycles, tous les étudiantes et étudiants. Et c'est vraiment juste un rendez-vous que les gens prennent pour venir étudier, travailler et se retrouver en groupe. Et durant les pauses de 10 minutes, on fait des interactions. On fait une socialisation aussi. Là. OK. Et c'est animé par qui? C'est animé par les services aux étudiants. Donc, nous, on prépare au début, on leur fait prendre des petits objectifs SMART. On ouvre un Padlet où est-ce qu'ils peuvent justement inscrire leurs objectifs pour ces séances-là, aller les modifier, en parler, communiquer, puis socialiser un peu aussi. Puis en même temps, ça leur permet, et ça permet à nos étudiants en formation à distance là, de socialiser avec des gens un peu partout là, dans notre belle université. Ah, fantastique. Merci. Nous avons un groupe Facebook privé pour nos étudiants. D'accord. Est-ce que c'est un groupe fermé ou bien vous avez, fermé, dans le sens, est-ce que c'est un groupe où ils sont qu'entre étudiants ou bien il y a quand même des enseignants ou des personnels de l'institution qui en font partie? Je vais vous répondre verbalement parce que c'est plus agréable. Alors, c'est un groupe qui est dans le fond pour les étudiants, un lieu d'échange entre les étudiants, mais qui est quand même alimenté aussi par les enseignants dans le sens où c'est vraiment un lieu d'échange aussi d'informations en lien avec le sujet de la formation, là, c'est ça, du programme. Fait que c'est ça, mais c'est aussi un lieu pour les étudiants où les étudiants vont échanger entre eux sur diverses questions en lien avec le programme, le numérique, des besoins des fois pour leurs cours ou des choses comme ça. Merci beaucoup. Donc, on a encore eu des beaux exemples et puis on va poursuivre, arriver à la dernière partie. Donc, quel avenir pour la FAD? Alors, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas savoir ce qu'il va advenir, mais je propose quand même de réfléchir parce qu'on nous dit les étudiants n'aiment pas la formation à distance, n'en veulent plus, etc. Ça me semble peut-être un petit peu draconien. On dirait que ce sont des raccourcis aussi qui sont faits parfois, oui, dans le contexte qu'ils ont vécu, ils ont été un petit peu écœurés, mais qu'en est-il au-delà de ça? Donc là, je vous propose quelques résultats d'une enquête qu'on est en train de dépouiller. En fait, c'est une enquête qu'on a faite avec Sébastien Perrault qui travaille dans l'école vétérinaire en France. Et donc, on avait mené une enquête en décembre 2020, mais qu'on n'a toujours pas eu le temps d'étudier. Donc, on est en train de l'étudier maintenant. Là, ce sont vraiment quelques résultats bruts que je vous propose juste pour alimenter la réflexion. Mais ce qu'on voyait, par exemple, dans les questions qu'on leur proposait, on leur demandait « Est-ce que je me sens mieux soutenue par l'enseignant lorsque l'enseignement a lieu en présence, à distance, etc. »
Et finalement, on voit effectivement qu'il y en a 52%, donc un peu plus de la moitié, qui nous dit qu'ils se sentent mieux soutenus en présence, mais il y en a quand même 37,2% qui nous disent que ça n'a pas d'importance et pas loin de 10% qui nous disent qu'ils se sentent mieux soutenus à distance. Donc, ce n'est pas non plus tout blanc ou tout noir. On voit qu'il y a eu des formes de soutien qui ont pu être mises en place et qui ont pu être adaptées quand même aux étudiants. Quand on leur demande « étudiez-vous de la même manière en présentiel et en distanciel ?» on a quand même 60% qui nous disent oui. Donc finalement, ils ont l'air de nous dire on n'a pas besoin de tant changer les choses. Et on peut se douter évidemment que dans les écoles vétérinaires, ce sont quand même souvent des étudiants assez bons et qui sont assez autonomes. Donc ils arrivent à étudier à distance sans faire trop de changements pour une bonne partie. Et là, d'autres éléments qui m'ont semblé intéressants de vous partager aujourd'hui, c'est qu'on voit quand même une grande différence selon le type d'activité. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demande si le cours magistral est proposé en comodal, est-ce que vous préférez participer en présence, à distance, à la majorité, etc. Et ce qu'on voit finalement, c'est que dans ceux qui nous disent « je participerai en présence à toutes les séances », on n'en a même pas 15%. La majorité, en fait, vont suivre une bonne partie, voire la totalité, puisqu'on a quand même 34% qui nous dit qu'ils n'iront jamais ou presque jamais en salle de classe à distance. Donc, on voit que pour le cours magistral, l'aspect formation à distance semble bien apprécié quand même par ces étudiants et sans doute par d'autres aussi, là, qu'on n'a pas pris en compte évidemment dans ce questionnaire. Donc, le cours magistral à distance, ça ne semble pas être un gros problème. Là où on veut de la présence, évidemment, c'est plus pour tout ce qui est les activités qui impliquent d'autres étudiants. Donc là, on voit que lorsque ce sont des TD, alors là, on en a 57,6% qui nous disent qu'ils viendraient à toutes les séances en présence parce que pour des travaux dirigés, ça semble important de pouvoir être ensemble, de pouvoir être en groupe. Et exactement la même idée qu'on a dessous, quand c'est « je préfère réaliser les travaux de groupe », là aussi, on nous dit pour les 2/3 en présence. Donc là, c'est très clair. Si c'est du cours magistral, la distance, finalement, ça fait bien son affaire. Par contre, s'il y a des travaux de groupe, des éléments qui demandent beaucoup d'interaction, des TD, etc., des travaux pratiques aussi, je n'ai pas mis le graphique, mais ça revient au même, c'est vraiment, on préfère dans ces cas-là être en présence. Donc, il y a une idée quand même par rapport à ce dont on parle, par rapport à l'accompagnement. Oui, on peut accompagner nos étudiants à distance, etc., mais pour certaines tâches, ils préfèrent quand même être en présence et apparemment, ils trouvent que pour faire des activités de groupe, c'est peut-être plus facile en présence. Donc, en fait, il n'y a rien de très révolutionnaire dans ces résultats. Ça revient un petit peu à ce qu'on retrouve dans des idées de classe inversée ou autre, mais cela montre aussi qu'on n'est pas dans un rejet de la formation à distance. Et pourtant, ce questionnaire a été passé en décembre 2020. Donc, on était en plein dans la pandémie. Ils avaient de quoi en avoir marre, mais ils nous disaient non, bon, pour certaines choses, ça va bien, la formation à distance, et on aime ça. Donc, on a quand même une petite lumière au bout du tunnel pour dire qu'on pourra quand même avoir des étudiants qui apprécieront de faire de la formation à distance dans l'avenir, même si pour l'instant, ça a été difficile pour les dernières années. Enfin, dans tout ce qu'on a vu, que ce soit pour l'accompagnement pour favoriser l'autonomie de l'étudiant, l'accompagnement qui vise à soutenir l'étudiant de façon individuelle, l'accompagnement qui vise à favoriser les interactions, le rôle de l'enseignant est vraiment, vraiment crucial et ça, c'est toujours important de le rappeler. Douglas et ses collègues nous disent, on fait une enquête auprès des étudiants, puis nous disent les enseignants sont les principaux acteurs qui soutiennent les étudiants bien avant la famille en termes d'études. Les enseignants sont indispensables. Le soutien apporté par l'enseignant est meilleur dans les petits groupes à distance qu'en présence en classe entière. Donc, ça aussi, toujours important de mettre de considérer cela. Est-ce qu'on est en grand groupe ou en petit groupe? En petit groupe, finalement, même à distance, ça semble mieux que quand on a un grand groupe en classe. De toute façon, on ne peut pas beaucoup interagir. On s'est sans doute tous un peu, à un moment donné ou à un autre, retrouvés devant un grand amphi, à se dire, bon, j'ai beau vouloir faire de l'accompagnement puis aimer individualiser, je ne sais plus comment faire. Donc voilà, donc je finis par ce rôle de l'enseignant. Pourquoi? Bien parce qu'on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle ces temps-ci et que malgré les progrès énormes de l'intelligence artificielle, l'accompagnement humain délivré par l'enseignant reste irremplaçable, qu'il s'agisse donc de soutenir le développement de l'autonomie de l'apprenant, d'écouter ses difficultés pour l'aider ou bien d'animer des interactions et des travaux en groupe. Donc voilà, et puis juste
pour conclure, je pense qu'on a le droit encore à 5 minutes d'échange. Si vous avez des perspectives, etc., des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Puis si vous avez aussi des réflexions sur la place de la formation à distance, que ce soit dans vos activités actuelles ou dans celles à venir, ça peut être le moment de les partager. Je vais arrêter même mon écran pour qu'on puisse mieux se voir. Merci beaucoup, Katia, pour ta super présentation. Effectivement, il nous reste encore peut-être 2-3 minutes. Là, si vous avez questions, commentaires, on peut en prendre aussi là, à main levée, il n'y a pas de problème. Oui, réfléchir sur la forme du cours, tout à fait. Est-ce que vous voulez nous partager un petit peu votre réflexion à ce sujet, Monsieur Merci? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est souvent, on travaille beaucoup sur des guides pour aider les étudiants, tout ça, mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent être intégrées dans la formation, même dans la façon qu'on livre l'activité, qui vont être une espèce de soutien aussi. On voit souvent, on donne du contenu, on a des questions, on a un travail à remettre ou des choses comme ça, mais beaucoup dans l'élaboration de la formation peut intégrer de la rétroaction dans les activités, donc d'essayer d'intégrer ça comme un parcours un peu de jeu vidéo, plutôt que de voir ça comme des activités séparées ou des séances d'accompagnement. Donc moi, j'aime beaucoup qu'on regarde cet aspect-là parce que c'est souvent un aspect qui est un petit peu négligé, je pense, de revoir notre conception ou notre ingénierie pédagogique à la base. Tout à fait. L'ingénierie pédagogique, effectivement, est importante en amont, puis on ne peut pas s'en passer. Les enquêtes, oui, l'enquête dont j'ai parlé a été faite seulement auprès d'étudiants vétérinaires et mériterait d'être élargie auprès d'autres étudiants, surtout maintenant qu'il n'y a plus cette nécessité de faire de la formation à distance, qu'on peut prendre un peu de recul, ça mériterait d'être élargi. Mais oui, le design du cours, on ne peut effectivement s'en passer, c'est la base. Si jamais il y a des questions qui vous viennent par la suite ou autres, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Katia, pour ta superbe présentation. Merci. Je tiens aussi à remercier tout le monde dans le chat. Ça a été super dynamique. Les gens ont participé. On apprécie quand les gens n'ont pas peur d'ouvrir micro et caméra pour s'adresser à nous. Je tiens aussi à mentionner que le contenu du chat va être disponible sur notre site web en rediffusion avec l'événement, l'activité. Donc, vous pourrez y accéder au courant des prochains jours. Katia, je te remercie. J'ai un mot de la fin pour vous. Donc, laissez-moi une petite seconde et je vous partage mon écran. Donc, on vous invite à aller remplir le formulaire d'appréciation des activités. Vous pouvez scanner le code QR qui est à l'écran. Sinon, à monurl.ca/apprécier SFAD 23. Donc, c'est un très court questionnaire. Vous pouvez le remplir au fur et à mesure là, si vous participez à plusieurs activités. Ensuite, vous pouvez réclamer votre badge donc, de notre partenaire, le Cadre 21. Si vous participez à 3 activités pendant la semaine de la FAD, 3 activités et plus, vous pouvez faire la réclamation de votre badge. Donc, à monurl.ca/badge SFAD 23 ou bien en scannant le code QR qui est à l'écran. Sinon, on tient à remercier les partenaires de cette édition 2023. Donc, ils sont tous à l'écran. Un grand merci au ministère de l'Éducation pour le financement et sans qui ce ne serait pas possible de tenir la semaine de la FAD. Ensuite, même si on est mardi matin, 9h59, je vous invite tout de même à notre cocktail de clôture qui sera propulsé par le REFAD. Donc, vendredi 24 février, 14h, on aura des beaux prix de participation à faire tirer et ce sera un moment là, pour retrouver des intervenants qui ont été avec nous au cours de la semaine pour parler de nos coups de cœur de la semaine. Donc, on sera avec le comité organisateur de la semaine de la FAD. Ce sera un très beau moment. Et finalement, je vous remercie pour votre participation. Si vous souhaitez participer
participer à d'autres activités, vous pouvez toujours vous inscrire via notre site web, donc le monurl.ca/ESPAD 2023. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Katia pour sa présentation. Puis, on se retrouve à 10h30 pour la conférence « Dans le cerveau des personnes apprenantes » par Fabien Morin et propulsé par Boucla. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.